Voilà, retour ici sur le stand du MEDEF. On est juste à l'entrée de Viva Technologies, au cœur de cette REF NUM décentralisée, un petit peu exceptionnelle, bien entendu. Vous continuez de nous suivre sur le hashtag REF NUM 22. Voilà, tech en toc ou tech éthique? C'est la question qu'on se pose, bien entendu. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force. On l'a dit ce matin avec nos experts, nos intervenants, nos chefs d'entreprise. Engager des partenariats en direction de l'emploi, de la réindustrialisation, d'une croissance responsable. Et autre illustration, vous allez le voir, comment des entreprises s'allient au plus grand de nos centres de recherche en France, justement, pour tenter d'avancer sur le terrain de ce numérique responsable, sur les terrains environnementaux. Également, on va prendre un exemple, l'histoire de HP et du CEA Tech, donc à Grenoble. J'accueille Aurélie Guillemette, bonjour. Bonjour. Aurélie Guillemette, directrice générale adjointe de HP France. Tout à fait. À vos côtés, Stéphane Sibert, bonjour. Bonjour. Venu de Grenoble, c'est le directeur général délégué du CEA. Et à mes côtés, Gilles Coleda, bonjour. Bonjour. Enseignant-chercheur en économie à l'Université de Tours, conseiller scientifique de l'Institut Rexecode. Voilà. Tout à fait. Et on salue Denis Ferrand, bien sûr. On parle d'un partenariat entre deux mastodontes. Je le disais, HP France et le CEA. Expliquez-nous, l'un et l'autre, qui est-ce qui est venu chercher l'un, chercher l'autre, comment s'est faite la rencontre, comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble, sur quel dossier particulièrement? Aurélie, peut-être? Oui, tout à fait, bonjour. Alors effectivement, donc, il s'agit d'une envie commune entre un industriel et puis un innovateur de premier plan comme le CEA. HP France, c'est 1000 collaborateurs, c'est une implantation à Meudon, mais c'est aussi une implantation à Grenoble. HP, le siège historique des PC en Europe, c'est Grenoble. Donc il nous a semblé tout à fait naturel de nous associer avec le CEA pour mettre en place des partenariats de niveau mondial pour servir des clients sur l'ensemble de la planète pour améliorer leur processus, notamment de fabrication numérique. Et c'est de là que l'histoire est venue. Et nous avons eu la chance de rejoindre en fait les locaux du CEA sur la presqu'île à Grenoble au début d'année. Donc ça va faciliter en fait la collaboration. Stéphane Sibert, qui est-ce qui est venu voir l'autre alors? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait de manière assez naturelle. Nous avons des collaborations avec de très très nombreux grands groupes et en particulier dans le numérique. Bon, HP est présent à Grenoble, donc c'était comme une évidence. Ensuite, il y a aussi la question des sujets. HP a des ambitions très importantes dans le domaine de l'impression 3D. C'est un sujet qui est en plein développement technologique. Il y a énormément de choses à trouver, à la fois sur les machines, sur les matériaux, sur les procédés d'utilisation. Et donc, on était là aussi dans notre rôle. Aurélie, expliquez-nous quand même comment une boîte américaine, parce que vous êtes américaine quand même, malgré tout, même si vous êtes HP France, vient s'associer avec un organisme public. Quelque part, c'est pas forcément le mariage qu'on peut imaginer au départ, quoi. Alors, d'une part, on est aussi une entreprise et avant tout une entreprise française ancrée sur le territoire, et ça, je pense qu'il faut le rappeler, c'est hyper important. Voilà. S'associer encore une fois avec un innovateur comme le CEA, c'est aussi accélérer, nous, notre stratégie en fait en recherche 3D. HP aujourd'hui est connu essentiellement pour ses solutions d'impression, son activité PC et beaucoup moins finalement pour toute son activité autour de la 3D, du digital manufacturing, de la XR, etc. Et c'est un pan extrêmement important en termes d'innovation. La France est une puissance mondiale de la R&D. S'associer à un innovateur comme le CEA, ça nous a paru totalement naturel. La France est une puissance en matière de R&D, vous nous dites. Ça veut dire que quelque part, ce mariage, c'est l'illustration, le témoignage que la France est un vecteur d'attractivité quelque part. C'est pour nous un vecteur d'attractivité. C'est un travail qu'on opère en totale synergie. HP va apporter en fait son expertise en termes va définir les cahiers des charges, en termes d'ambition de performance, va apporter sa connaissance des marchés des clients, là où le CEA va nous apporter donc son expertise en termes de connaissance de matériaux, des fonctionnalités, de métallurgie des poudres notamment, en fonction des sujets qu'on va décider d'adresser ensemble. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut peut-être expliquer, ce partenariat, Aurélie, c'est un partenariat HP France CEA ou c'est un partenariat qui va servir également
pour HP dans sa globalité, c'est-à-dire HP Monde. C'est un partenariat qui sert HP Monde. Fierté Tout à donc fait. un peu. C'est une très grosse fierté et c'est un partenariat auquel on tient et c'est un partenariat qu'on est en train de développer sur d'autres aspects et on pourra en parler avec Stéphane, tout à fait. Votre démarche, Stéphane Sibert, vous qui êtes un expert de la recherche publique, l'idée c'est quoi? On est dans une situation de transfert vers l'industrie, c'est un travail très synergique. Oui, je crois le point de départ, c'est qu'il y a un besoin du côté des entreprises. Bon, nous, notre mission, c'est de servir les entreprises. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'avec la compétition mondiale, hein, on peut dire ça, hein, pour la maîtrise des technologies, la plupart des grandes entreprises ont changé de point de vue. Considèrent que leurs ressources R&D en interne sont certes utiles, mais que la variété des sujets à développer est beaucoup trop grande pour qu'en interne, on puisse trouver les solutions. Et donc, il y a une démarche vers l'open innovation, ça fait des années qu'on en parle, hein, mais aujourd'hui, on la vit très concrètement. Et toutes les grandes entreprises, pas seulement HP, les plus grands géants mondiaux, hein, je parle des GAFA, je parle d'Intel, etc., toutes ces entreprises-là viennent chercher de la R&D, y compris en France. Et c'est pour cette raison, c'est parce que une grande entreprise, aujourd'hui, elle a 100 partenaires académiques. Et c'est ce qu'il faut, c'est la bonne... Donc, si on revient maintenant à la recherche publique en France, hein, c'était votre point de départ. Donc nous, il faut qu'on s'inscrive là-dedans. Ça ne sert à rien de raconter qu'on est le plus fort si ce n'est pas vrai. Donc il faut absolument qu'on soit à l'état de l'art mondial. Mais il ne faut pas qu'on ait peur de cette compétition mondiale. C'est ça qui va nous tirer vers le haut et qui va nous maintenir attractifs. Aurélie. En fait, on a un enjeu en termes de maîtrise technologique. La finalité, c'est la maîtrise technologique. Et pour ce faire, on doit maîtriser les process de bout en bout, c'est-à-dire de la R&D jusqu'à la fabrication. Et on a un enjeu également de soutenabilité et de durabilité aujourd'hui, et c'est le thème de cet événement. On l'a vu, on a une pénurie de matériaux, donc, et notamment via l'impression 3D, on doit travailler avec les bons matériaux et surtout avec la bonne quantité de matériaux. Et cette technologie, elle nous permet de répondre à ce double objectif et aux besoins des entreprises et pas seulement évidemment HP. Ça fait. Concrètement, dans un partenariat, et puis je vais donner la parole à Gilles, j'ai envie d'avoir son regard sur ce partenariat. Il y a combien, vous avez délégué combien de collaborateurs du CEA? C'est une équipe particulière qui travaille combien de temps avec HP et vice-versa, HP, vous envoyez du monde là-bas sur place. Comment ce petit monde travaille ensemble? Parce que c'est intéressant, tous ceux qui nous regardent ici physiquement ou ceux qui nous suivent à distance là, ou lors des rediffusions, ils ont envie de savoir, voilà, comment ça s'opère en matière de collaborateurs. Comment ça se passe? On s'installe où? Ce qui est important, c'est d'avoir un partenariat dans la durée. Oui. On ne peut pas avoir des grandes ambitions, développer des nouveaux matériaux, etc. si ça dure 3 mois. C'est impossible. Donc, ce qu'il y a de bien avec HP, c'est qu'on va définir un programme sur 3 ans. Ça va nous permettre d'engager des ressources à la fois humaines. Donc, on va avoir une dizaine ou plusieurs dizaines de collaborateurs qui vont s'engager dans le projet. Et ça va aussi nous permettre d'engager des ressources matérielles. Et notamment, on a installé des très grosses machines HP chez nous pour nous permettre de faire les développements. Donc, c'est vraiment mettre en commun finalement des spécifications. C'est ce qu'il y a de plus précieux, hein, puisque c'est là qu'on voit la direction. Et puis ensuite, des moyens humains et matériels pour arriver ensemble finalement à un certain niveau de maturité technologique. Aurélie? Non, ce qu'on peut rajouter, c'est que l'engagement dans la durée, c'est aussi le cas dans des démarches de co-innovation avec les clients, puisqu'on va s'embarquer sur des cycles de 18 mois, de 3 ans, et c'est ça qui est important aussi. Donc notre partenariat, c'est l'engagement de tout un écosystème également qu'on embarque avec nous. On travaille, peut-être un exemple, hein, sur ce qui relève du digital manufacturing et notamment sur la fabrication additive métal. On a travaillé notamment pour Volkswagen pour introduire cette technologie 3D dans sa production de masse à long terme pour concevoir des pièces personnalisées. Le CEA a apporté son expertise en matière de métallurgie des poudres et donc l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'améliorer les procédés, les fonctionnalités et les matériaux au service du plus grand nombre. Et ça, c'est effectivement un travail de fond et on met en place des contrats avec nos clients de 18 mois à 3 ans et on est dans une logique de co-développement à la fois équipe CEA et à la fois équipe client également. Alors Gilles Coleda, vous avez entendu, voilà, on a un cas concret, brillant, hein, le CEA Tech et HP France, HP en général, et en l'occurrence HP France incarné par Aurélie. Votre regard justement sur ce partenariat, voilà, au nom de Rexecode? Bien entendu, un regard émerveillé. C'est une chose formidable, puisque derrière ce qu'illustre
Aurélie et Stéphane, il y aura demain des technologies, il y aura demain du capital numérique supplémentaire, et donc après-demain, il y aura de la croissance en plus en France, et bien entendu, on en a besoin. Alors, sur Hexecon, on s'est un petit peu penché sur le sujet, mais quelques chiffres sans en donner trop, mais sur les 1,6 points de croissance qu'on a eu en moyenne depuis 1990, il y en a 0,2 points qu'on peut associer finalement à l'accumulation du capital numérique et aux technologies. C'est 0,4 en Allemagne, c'est 0,4 aux États-Unis. Donc le fait qu'on aille peut-être un peu moins vite, qu'on fasse un peu moins de technologie, un peu moins de numérique qu'ailleurs, nous coûte 0,2 points de croissance. Quand on voit qu'en sortie de crise du Covid, on va plutôt aller vers 1 point que 1,6, ce 0,2 points qu'on pourra aller chercher en continuant à développer ces partenariats, en continuant à développer le numérique, il est extrêmement important. Donc Aurélie signalait que la France est championne en R&D. Oui, il y a des choses formidables qui sont faites, mais globalement, on a quand même un retard en termes d'intensité de R&D rapporté au PIB par rapport à d'autres pays qui sont un petit peu en avance. Et donc là aussi, on doit rattraper notre retard pour demain avoir de la croissance et pour pouvoir investir pour la croissance durable. La faute à qui, à votre avis ? On n'a pas pris conscience suffisamment tôt de l'importance du numérique, le potentiel du numérique, et on vient rattraper justement avec des initiatives formidables comme celle de Stéphane et d'Aurélie. On ne va pas refaire l'histoire de l'économie française et de la désindustrialisation depuis 20 ans. Ouais. Il y a eu des vraies raisons qui ont, au début des années 2000, des raisons économiques, qui ont provoqué un choc d'offres négatif, un choc de compétitivité négative, qui ont accéléré finalement la désindustrialisation, qui ont rétréci la base industrielle. Et forcément, si on veut faire de la recherche, si on veut avoir de la technologie, si on veut faire du numérique, il faut une base industrielle. Et tout ce qui a concouru à accélérer la désindustrialisation, à faire qu'on ait perdu un peu plus qu'ailleurs notre base industrielle, permet un peu moins facilement de, aujourd'hui, aller plus vite que les autres, parce que l'enjeu c'est d'aller plus vite que les autres pour demain avoir les technologies qui seront utiles pour résoudre tous les grands enjeux économiques et sociaux qu'on a en face de nous pour les 3 prochaines décennies. Ouais, Stéphane Sibert, vous venez d'entendre, je donne la parole, pardon Aurélie, vous venez d'entendre Gilles Coleda. C'est vrai qu'au moment où on parle de réindustrialisation, le numérique, il a évidemment une carte à jouer. Stéphane et Aurélie, allez-y Stéphane. Le numérique, il est essentiel. Hein. Ouais. Il n'y a qu'à voir les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs. Aujourd'hui, l'industrie est en panne à cause de ça. Donc la première des choses à faire, c'est de recréer une souveraineté, une solidité de la supply chain des semi-conducteurs avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Et donc, les investissements qui sont prévus là, actuellement sur la production et la conception de semi-conducteurs en Europe sont absolument essentiels pour l'équilibre de toute l'industrie. Aurélie ? Non, tout à fait, je rejoins ce que dit Stéphane. Nous, on travaille beaucoup avec Intel également, qui décide de réimplanter sa R&D à Saclay, qui décide de revenir en Allemagne. Nous, les questions, elles se posent aussi. On a souffert du shortage de composants pendant 2 ans. Quid d'un projet de faire revenir non seulement la fabrication, mais aussi tout l'écosystème de sous-traitants associés, parce que c'est ça, en fait, qui coûte cher, et c'est ça aussi qui induit un impact, en tout cas en termes de développement durable. Et c'est dans cette logique-là qu'il va falloir penser la réindustrialisation. C'est repenser le cycle de vie de production de l'ensemble du produit, de la R&D jusqu'à la fabrication, mais en étant complètement responsable. Eh ben ça, on va en reparler aussi. Juste sur ce phénomène de réindustrialisation, sur ce process de réindustrialisation, Gilles Coleda, ça va prendre du temps, peut-être un peu plus de temps que prévu, avec la mention faite par Stéphane et Aurélie, justement, de cette panne de semi-conducteurs, de panne de composants. Il y a 2 choses, il y a sûrement plusieurs horizons. Quand on parle de réindustrialisation, je ne sais pas de quoi on parle, parce qu'à mon avis, l'industrie de demain ne sera pas l'industrie d'hier qui a disparu. On ne va pas de nouveau fabriquer des choses que des pays avec des coûts salariaux beaucoup plus faibles que nous continueront à faire à des prix bien plus faibles que nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans la technologie pour être sur des segments de marché pour lesquels, effectivement, un certain nombre d'aspects économiques, comme les coûts salariaux, seront beaucoup moins importants. Après, c'est toujours le temps économique, le temps industriel, entre le moment où on va développer les technologies, où on va les industrialiser, où il y aura de la production, et il y aura de la croissance, et il y aura de l'emploi, mais tout ça met beaucoup de temps. Hein. On a perdu, depuis maintenant 3 décennies, hein, le poids de l'industrie, c'était 20% de la VA et de l'emploi au début des années 90, c'est aujourd'hui 10%. Donc
Vous voyez bien qu'on a perdu 10 points de valeur ajoutée ou d'emploi en une vingtaine, trentaine d'années. Et sûrement que si on devait regagner ce qu'on pourrait appeler la nouvelle industrie, ça prendra au moins autant de temps. Donc on s'inscrit dans un temps long, d'où l'importance de partenariats sur le temps long, de continuer à investir dans ces technologies. Le numérique responsable, on en parle ici évidemment toute cette journée donc sur le stand du MEDEF pour cette REFNUM. En quoi le numérique est-il un facteur d'accélération ou de réduction de l'empreinte carbone sur l'économie? Alors, c'est une question très intéressante et il faut presque prendre à rebours ce qu'on a l'habitude de projeter sur le numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ouais. On le sait, à peu près tous les émissions de gaz à effet de serre associées au numérique dans le monde, c'est entre 2 et 4%. Donc si disons 3 ou 4%. En France, c'est un peu moins, c'est 1,8% de notre empreinte carbone. C'est 11 millions de tonnes de CO2 sur les plus de 600 millions de tonnes de CO2 que l'on peut associer à la demande finale française. Donc forcément, certains ont même été alarmistes sur ce point en disant attention, parce que le numérique, ça se développe. Et là, aujourd'hui, c'est 4%. Peut-être que demain, ce sera 8 ou 10. Donc, peut-être faudrait-il mettre un frein au numérique. Alors, dans une étude là, qu'on a publiée avec Rexecode, on a essayé de faire ce raisonnement par l'absurde en disant si on ralentit le numérique, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, on va réduire un petit peu les émissions, mais alors vraiment très peu. Imaginons qu'on investisse un peu moins dans le numérique. Chaque année, on fait 4 milliards de moins. C'est à peu près 1% du stock de capital qu'on investirait en moins chaque année. Ça va nous permettre d'économiser 1,6 million de tonnes de CO2. Bon, très bien. Et puis, comme on investit moins dans le numérique, on va aussi avoir moins de croissance. Il y a une élasticité de l'ordre de 0,3, donc on va perdre 7 milliards d'euros de PIB. Si vous divisez 7 milliards d'euros de PIB par 1,5 million de tonnes de CO2 économisées, ça vous donne un résultat qui est de 4 400 euros la tonne de CO2 économisée. Donc si on veut ralentir le numérique avec un objectif qui serait de réduire l'empreinte carbone, on va le faire à un coût absolument prohibitif. N'importe qui peut isoler son logement, changer, prendre une voiture électrique. Il y a plein de moyens d'économiser des tonnes de carbone à 250 ou 300 euros la tonne. Donc le faire à 4400 en bridant le développement du numérique, qui plus est, qui va nous donner de la valeur ajoutée qu'on pourra réinvestir dans des solutions qui seront efficaces pour décarboner, ça serait vraiment une gageure. Comment est-ce qu'on intègre cette donnée environnementale quand on fabrique, comme vous, du matériel informatique, des ordinateurs, des imprimantes 3D aussi maintenant, puisque vous y travaillez avec Stéphane. Aurélie. Alors nous, le premier levier qu'on active après la R&D, c'est vraiment l'éco-design. C'est-à-dire qu'on conçoit nos produits de manière à ce qu'ils aient une durabilité la plus longue possible. C'est-à-dire qu'on puisse les utiliser le plus longtemps possible, dans une logique où on peut simplifier également la façon de les réparer, et aussi avec des matériaux qui puissent être réutilisés, recyclés et reconditionnés. C'est ce qu'on appelle l'éco-design. Aujourd'hui, on considère en fait chez HP France, d'après nos études, qu'en allongeant la durée de vie de nos PC de 4 à 7 ans, on réduit l'empreinte carbone de fabrication de ces produits de 30 à 40%. 30 à 40% de baisse. Voilà, bien. Sur l'aspect fabrication. Et durée de vie. Et durée de vie. Et en fait, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les constructeurs, on peut considérer que c'est un manque à gagner. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on associe à ces PC, à ces imprimantes, du service. Le service, c'est la manageabilité, c'est le cloud, c'est la sécurité, c'est le provisioning. Et finalement, les consommateurs aujourd'hui veulent de l'usage. On a lancé un observatoire donc avec Harris Interactive pour justement comprendre un petit peu les attentes de nos usagers dans ce nouveau mode de vie hybride. Que nous disent-ils? Ils nous disent on veut des produits durables, on veut des produits qui durent le plus longtemps possible, et surtout on veut la possession n'est plus forcément quelque chose qui est important pour nous. Donc on s'adapte aussi aux besoins et aux attentes de nos clients et consommateurs. Et le client, il apprécie. Vous en vendez peut-être moins, mais vous allez en vendre mieux. Parce que le client se dit, tiens, HP, il ne joue pas sur l'obsolescence des produits, je vais rechanger ma machine dans 2 ans, etc. Machin. Non, voilà, non. Et ça vous le racontez. Et la relation, absolument, et la relation est engagée à un autre niveau. Et c'est quelque part une démarche qui est vraiment pour le coup révolutionnaire, mais qui répond parfaitement aux attentes du marché. Et ça, lorsque vous voyez tous les deux au départ, c'est la condition, quelque part, c'est on veut faire des imprimantes 3D qui durent. Aidez-nous. Et on travaillera avec vous que si vous nous aidez dans cette direction. C'est un peu ça que vous avez demandé, Stéphane? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut être bien conscient qu'on n'a pas le choix.
la quantité disponible de matériaux de base sur la planète est en train de la plupart des matériaux essentiels, d'ici 2040-2050, il n'y en aura plus. Donc si on n'a pas de dispositifs comme ça qui permettent de réduire drastiquement la quantité de matériaux qu'on utilise, on ne s'en sortira pas. Deuxième point que je voulais souligner, c'est vous parliez du futur du numérique. Moi, je pense que ce qui était dit là est profondément vrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur le fait que le numérique soit essentiel pour maîtriser tout ça. Donc ce qui va se passer, ce n'est pas une réduction de l'usage du numérique, c'est exactement le contraire. C'est une amplification considérable. Donc ce qu'on doit préparer aujourd'hui, nous, ce n'est pas une réduction, c'est le fait qu'on va l'utiliser 10 fois plus. Et donc il faut déjà qu'on travaille à réduire par anticipation la consommation numérique. Et ça veut dire que par rapport aux processeurs que vous avez aujourd'hui dans votre PC ou dans votre smartphone, on ne doit pas gagner 10% sur la consommation. On doit gagner un facteur qui est compris entre 1000 et 1 million. Donc, vous concevez un peu le niveau de R&D qui va être nécessaire pour avoir un numérique soutenable dont on aura absolument besoin, il n'y a pas de doute là-dessus, d'ici les 10 ans qui viennent. Un mot Aurélie, puis le mot de la fin, ça sera avec vous Gilles. Peut-être effectivement 2 exemples qui me semblent importants pour dire que la technologie finalement est créatrice de valeur et de valeur responsable. On utilise nous la réalité augmentée dans la chaîne logistique, notamment de nos impressions grand format. Ça nous permet de se projeter, de faire l'installation, et les casques sont disponibles là sur le stand, donc je vous invite à aller les voir. Ça permet de réduire également les déplacements, les coûts de maintenance, donc ça c'est hyper important. Et 2 autres exemples, la data elle est présente partout. Un enjeu pour nous, c'est la responsabilisation de notre supply chain. Nos équipes de data scientists ont développé notamment des algorithmes pour travailler notamment sur une stratégie de fret en intermodalité. Aujourd'hui, la stratégie de fret en Europe d'HP, 12% passe par de l'intermodalité. Ça nous permet de réduire de 60% notre impact carbone par rapport au fret routier. Donc la technologie, elle est partout et ça nous permet véritablement d'avoir de la valeur et de réduire notre empreinte. Génial. Allez Gilles, un mot court pour terminer. Un mot très court pour réussir à parvenir à l'objectif que tout le monde souhaite, qu'un objectif environnemental et qu'un objectif éthique qui serait d'avoir 0 émission nette en 2050, il faut énormément investir. C'est 40 à 50 milliards d'euros par an à investir d'ici 2050. Ce n'est pas forcément compatible avec le pouvoir d'achat des ménages, avec les capacités d'investissement des entreprises. La seule manière de rendre compatible cet objectif qui est louable avec le pouvoir d'achat des ménages et la capacité de financement des entreprises, ça sera la technologie qui va réduire la note. Grâce à la technologie, ça coûtera certainement un peu moins cher. Ben voilà, on est dans une tech responsable, le numérique responsable, là, on en parle toute la journée. Merci à vous 3, Gilles Coleda, enseignant-chercheur en économie à l'Institut et chercheur à l'Institut Rexecode. Merci Aurélie Guillemette, directrice générale adjointe de HP France. Et puis Stéphane Sibert, donc, qui est avec nous, directeur délégué du CEA. Merci à vous 3. On continue dans un instant avec nos amis du BCG avec leur baromètre passionnant. À tout de suite.